Bien, bonjour Benjamin et Sophie, on se trouve dans l'appartement de Benjamin qui est aussi son atelier de travail et il va nous exposer la genèse d'une œuvre magnifique qui se trouve entre les deux. Et donc, Une collaboration. une collaboration. Et comment on peut appeler cette œuvre? Est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle est originale ou est-ce que c'est une copie? Non, elle est entièrement originale, effectivement. C'est un chapitre du livre de l'Apocalypse, qu'on appelle le livre du dévoilement ici, et qui décrit la Jérusalem céleste. D'accord. Donc l'enluminure qui est autour et les thèmes qu'on retrouve sur l'illustration du texte sont des échos aux propos de la description de la Jérusalem céleste, notamment la forme carrée, strictement carrée de l'enluminure. On retrouve l'agneau divin au centre, avec le livre et les 7 sceaux, l'alpha, l'oméga, les 4 vivants autour. Et voilà, il y a quelques espaces un peu plus ouverts qui ne sont pas colorés, 4 milieux des murs qui représentent un petit peu symboliquement l'ouverture à la Jérusalem céleste. D'accord. Et alors, au départ, cette idée est venue comment? Cette idée est venue suite à la volonté de donner des noms aux chambres dans la partie hôtellerie du centre Béthanie. Les chambres du bas ont été dédiées à Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare. Celle du fond du couloir en haut, au nom des 3 archanges, cités dans la Bible, Michel, ou Michael, Gabriel et Raphaël. Et il restait 12 chambres dans le grand couloir, auxquelles on a choisi de donner le nom des 12 pierres qui sont les fondements de la Jérusalem céleste. D'accord. Aussi sous l'inspiration d'une figure dont on parlait pas mal à Béthanie à l'époque, qui était Saint Hildegarde, qui a aussi parlé pas mal des 12 pierres de la Jérusalem céleste. Bien sûr. Et ce qui était dans l'air à l'époque, c'était un pèlerinage à Bingen, donc voilà. On a pensé illustrer, synthétiser un petit peu toutes ces réflexions, ces pensées à travers une œuvre unique qui est censée être affichée donc prochainement à Béthanie. Voilà. Voilà. Et alors là, on a l'impression que vous avez travaillé comme les moines copistes, c'est-à-dire qu'il y a celui qui fait l'illustration, qui va en plus la mettre en couleur, et puis il y a le calligraphe. Alors c'est plutôt le scribe qui fait en premier, qui aurait tellement peur de faire une erreur et de gâcher le travail de l'enlumineur. Donc la calligraphie est toujours faite en premier et ensuite l'enluminure. D'accord. Et donc, tu as fait la calligraphie. Alors, je crois que je vois par terre un brouillon. Qu'est-ce que c'était là? C'était la mise en page du texte d'après les normes données au départ par Benjamin. Donc, je lui avais demandé les bornes extérieures pour pouvoir configurer le texte et faire en sorte qu'il tienne exactement au mot près dans l'espace imparti. D'accord, donc ça a été le premier travail que tu as fait à partir du cadre que t'avait imposé Benjamin. Voilà. Enfin, Benjamin, en mathématicien hors pair, a dû déjà combiner tout ça pour donner la structure. Et moi, je lui ai demandé quel va être mon espace. Et dans l'espace imparti, j'ai pris le calque et j'ai commencé à essayer de mettre les phrases en ordre. Ce qui suppose donc d'avoir bien à l'esprit les marges qu'on aura par rapport à la structure. C'est-à-dire que là, on a globalement une forme de croix, hein, Oui. avec un médaillon en centrale ici, Oui. qui tient dans un carré. Oui. Il y a des interlignes. Oui. Il y a une petite lettrine ici. Et tout ça suppose d'être géomètre. Une fois qu'on a compté toutes les lettres de chaque mot, de chaque ligne et de tout le chapitre, de les répartir sur la longueur totale des lignes, sachant qu'il y aura des arrêts ici, 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 des angles là,
Donc il faut que ça finisse sur le mot final qui soit à la fin de la figure. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est clairement, ça a l'air simple et ça ne l'est pas. La première structure que tu as donnée à Sophie, ça a été facile à concevoir? Tu avais eu l'idée tout de suite J'avais eu l'idée globalement. J'avais fait une sorte de croquis qui ressemblait à peu près à ça. On va pas très bien voir là sur. Mais ça supposait d'avoir 4 carrés ici et un carré au centre. Oui. C'est des carrés qui répètent des carrés, un grand carré en fait. Donc voilà, ça suppose de compter les marges. Après, il y a des arrondis que j'ai rajoutés, donc ça va toujours se complexifiant. D'accord. Et plus on fait un travail qui est grand, plus des détails vont se rajouter et rendre plus complexe encore la structure. Bien sûr. Donc là, on a un cadre. On a maintenant une structure qui a permis à Sophie de compter, de mettre tous ces mots, de les présenter. Donc a priori, quand ça a été conçu, tu t'es mis à le calligraphier? Quand ça a été conçu et écrit plusieurs fois au brouillon, sur papier calque, je me suis lancée pour... Alors sur quoi? Sur un papier spécial? Sur un parchemin végétal. D'accord. Qui est vraiment bien pour la calligraphie et aussi, je pense, pour ton enluminure. Oui. Ça a le mérite d'être un matériau noble quand même et qui glisse bien. Il est assez grand, il fait à peu près quoi comme... On l'a découpé sur mesure. Ah d'accord. Donc oui, donc c'était bien fait sur mesure. D'accord, donc tu donnes à Benjamin donc, un parchemin avec l'écriture. Est-ce qu'on pourrait lire un peu le début de la... Alors est venu l'un des 7 anges qui porte les 7 coupes remplies des 7 fléaux à venir, et il a parlé avec moi et il a dit « Viens, je te montrerai l'épouse qui a l'agneau pour époux. » Et il m'a conduit en esprit sur une montagne grande et élevée. Il m'a montré la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu. Son éclat est comme celui d'une pierre précieuse, comme celui d'un cristal de jaspe. Elle a une muraille grande et élevée, et 12 portes. Et sur ces 12 portes, 12 anges, et des noms inscrits, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et au couchant, 3 portes. Les murs de la ville ont 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. C'est magnifique parce qu'on voit bien que la structure répond au texte. C'était l'intention. C'était l'intention, oui, je m'en doute, mais il vaut mieux le redire, parce que quand on l'entend et qu'on voit l'image, on se dit, oui, donc ça c'est un aller-retour entre ce qui est représenté et ce qui est dit, en fait, dans cette parole biblique. Alors une anecdote intéressante, donc je vais sauter un peu quelques étapes. À la toute fin, j'ai posé la couleur. J'avais prévu de laisser des petits carrés vides au niveau des entrelacs, à chaque fois 12, que j'avais l'intention de peindre en couleur. Et puis finalement, pour des questions d'harmonie et d'équilibre, j'ai choisi de faire plutôt des parties monochromes. Et j'ai oublié de peindre 12 carrés ici. Ah oui. Voilà. Donc symboliquement, je pensais rectifier la chose, et puis Père Pascal a attiré mon attention sur le fait qu'il était possible de le laisser comme ça. C'est pas choquant, d'ailleurs, tu ne t'en étais pas rendu compte. Non. Moi. Donc il reste 12 espaces à combler. Ça peut être symboliquement les 12 fondements de la Jérusalem céleste qu'il nous reste à établir pour que cette cité, intérieurement, spirituellement, puisse advenir. C'est magnifique, parce que c'est ça, une image... théologique, elle parle et elle enseigne. Et quelque part, c'est un bel enseignement. Moi, ça me fait penser aussi aux tapis qui sont faits persans, où il y a toujours un élément qui n'est... La perfection n'est pas dans le tapis. Elle n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a qu'à Dieu. Donc il y a un élément qui est, de toute façon... qui est imparfait, mais c'est normal puisque ça appartient à Dieu. Donc tu as retrouvé, en fait, ou tu l'as trouvé pour le présenter au monde. Bien, alors maintenant, montre-nous un peu tes travaux qui t'ont amené à faire ça, parce que ça a l'air simple. Enfin, je dis ça a l'air, non, mais on n'imagine pas quand même ce qu'il y a derrière. Donc quand tu m'as ouvert un peu ici toutes tes études, j'étais un peu fasciné. Donc est-ce que tu peux nous en donner un petit exemple ?
Difficilement, en vérité. Difficilement. Alors des éléments peut-être, là je vois des essais de couleurs, je vois je sais pas, un oméga qui a été choisi selon certains critères, je vois des entrelacs particuliers, même la fabrication des entrelacs, ça doit pas être simple. Alors en fait il y a deux types de travaux, là il y a disons les motifs figuratifs, ou semi-figuratifs comme l'agneau, ou les quatre vivants. Donc ce sont les éléments les plus importants finalement, mais ce sont aussi infiniment et de très loin les plus simples à faire et à réaliser, à concevoir. Ah ouais? Même si ça prend du temps, puisque ces dessins d'entrelacs là, alors ils sont identiques en vis-à-vis sur un côté, mais ils sont différents sur les quatre côtés. C'est-à-dire qu'il a fallu concevoir 4 organisations d'enchevêtrement, si vous voulez, des rubans qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques, puisque les 4 points cardinaux, par définition, sont analogues, mais pas semblables. C'est la nature de la croix, croix cosmique. Ouais. Ça a été le vrai défi en fait de ce travail-là, ce qui a pris vraiment le plus de temps à concevoir. Donc on part de canevas qui sont très simples, qui sont décrits. Alors, ce travail là, se base sur le livre de conception et d'étude des entrelacs de George Bain, un auteur irlandais ou anglais, je crois qu'il est anglais, qui est un peu la référence en la matière. Donc on part en général d'un canevas de losanges, puis on va gommer des angles des losanges pour relier des rubans entre eux, et ensuite rajouter des liens sur les pointes des losanges qui sortent. C'est un peu abstrait comme ça à dire, mais c'est extrêmement régulier comme travail à faire, très systématique. On obtient... donc j'ai dû étudier par exemple des manières de relier 5 points consécutifs. Avec chaque fois j'ai dû nommer chaque type de... Enfin bon, je vous passe les détails. On obtient, une fois qu'on fait ce que je viens de décrire, ce genre de résultat. Donc avec des lignes qui sont systématiquement parallèles et des arcs de cercle. Et ensuite il faut gommer tout ça, faire des ronds là où on a des losanges, harmoniser avec... Donc c'est là qu'il faut que c'est un peu le travail de calligraphe du géomètre. Voilà. D'accord. Il y a un moment, on va sortir d'une symétrie qui est vraiment mathématique, et vraiment très symétrique, très systématique, très régulière, pour avoir un dessin qui soit plaisant aux yeux, tout simplement. Mais c'est main levée ou avec des points? On relie des points avec main levée, ou est-ce qu'il y a aussi du compas, de l'équerre Alors, règle compas. Règle compas. Pas d'équerre, jamais d'équerre. Règle compas pour la structure de base. Mais chaque ligne, si vous voulez, elle a été, dans les différentes étapes de construction, dessinée et gommée 10 ou 12 fois à peu près. D'accord. Jusqu'au passage de la couleur. D'accord. Ouais. Mais moi, il y a une question. Comment on arrive, en faisant le tour, à relier tous les... Parce qu'on a l'impression qu'on va arriver à un moment donné juste à côté, tu vois. Comment on arrive à... que tous... Est-ce que tu pars d'un point et tu fais le tour, ou est-ce que c'est des morceaux qui vont s'accrocher les uns aux autres et tout ça, ça s'imbrique... C'est des parties qui s'accrochent les unes aux autres. Et donc là, ils sont tellement bien calculés au départ que tout se... Alors tout le calcul se fait ici en fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là j'ai choisi... j'aurais pu faire un motif avec un seul ruban. Oui. Donc ça c'est vraiment les maîtres calligraphes enlumineurs du livre de Kells par exemple. Là, on peut trouver des tout petits entrelacs qui sont extrêmement complexes, ou alors qui courent sur toute la page, où on trouve qu'un seul ruban, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un travail de conception qui est vraiment faramineux. Et il faut quand même, par rapport à disons, à la mesure, arriver à quand même à bien découper pour pouvoir avoir une alternance équilibrée et pas se retrouver avec des décalages. Donc ça, c'est vraiment... Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc là,
Moi, je trouve pas que les parties soient bien équilibrées, en fait. D'accord. Au niveau des ce qu'on pourrait appeler les nœuds. Il y a des espaces encore qui sont un peu larges. Enfin bon, ça mériterait d'être revu, recomposé, mais c'est un travail qui peut durer du coup des années. Donc, ouais, tu vas nous en refaire un deuxième, d'accord. Oui, combien de temps ça a mis J'ai pas travaillé en continu, mais on a commencé le projet il y a 2 ans et demi. Ah oui. Et je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps. Il y a des phases de maturation aussi, intérieures comme ça. Je pense qu'il aurait été très différent si j'avais fait d'une traite en 6 mois, par exemple. Ça aurait été mieux ou moins bien? Je pense que ça aurait été moins bien. D'accord. Donc là, il y a une vertu quand même de la maturation. Oui. Non, mais c'est bien de le dire. J'ai pu recevoir aussi des conseils des personnes que je rencontrais. Ah oui. J'ai demandé cette année notamment des conseils fort éclairants et très professionnels à mon frère aîné qui est graphiste et illustrateur. Donc par exemple, je voulais partir dans des mises en couleurs qui soient vraiment très, très riches, avec une multitude de couleurs, un peu comme dans ces manuscrits qu'on appelle les Beatus. Oui, de Libana par exemple. Voilà, c'est ça, qui sont en général des illustrations de l'Apocalypse avec des couleurs très audacieuses. Mais c'est là qu'on voit que quand on veut faire pareil, ça fait des choses qui sont assez vulgaires en fait. Ah oui, et c'est bizarre parce que eux ils arrivent à une certaine harmonie merveilleuse. C'est là qu'on voit la maîtrise de ces artistes qui faisaient des choses en apparence très naïves et très simples. Oui, exactement. Et qui en fait font passer une harmonie qui est extrêmement difficile à faire passer. Difficile parce qu'en plus il y en a un paquet de dessins qui ont été faits. Il faut trouver cette harmonie globalement. Donc là c'était la mise en couleur. Est-ce que tu peux nous montrer donc là des éléments qui t'ont inspiré ou qui t'ont pris du temps ou qui t'ont posé des questions, des problèmes? Alors j'ai eu beaucoup de mal à concevoir la figure des 4 vivants. Ah oui. Donc j'ai fait des motifs qui étaient à peu près tous ratés, jusqu'à que certains me parlent de manière suffisamment simple. Donc ceux-là je les aime pas du tout en fait, sauf certains. Mais parce que dans la littérature ou dans l'iconographie, on ne trouve pas ces choses. Alors si, on en trouve, mais ils ont tous une énergie, une personnalité qui correspond au lieu où ils sont posés, qui correspond à l'état d'esprit du temps, à l'artiste en soi, en lui-même, ou l'artisan. Et finalement, même des lignes extrêmement simples, comme on peut les trouver dans l'art roman, il faut quand même les traduire. Et les recomposer soi-même pour, en tout cas en ce qui me concerne, aboutir à des choses qui soient satisfaisantes. Mais c'est merveilleux, ça veut dire que c'est pas de la copie. Non. On traduit quelque chose par rapport à un temps donné, même si c'est très traditionnel. C'est le sens de la tradition. Et voilà, c'est vivant. C'est saisir l'esprit à partir des formes. Très bien, c'est magnifique. Et donc, celles que tu as trouvées, qui t'ont inspiré le plus Alors, il y a toute la statuaire romane. Bien sûr. Bon, ça, c'est le livre de Kels, bien connu. Ça, c'est la même. Des choses romanes un peu plus récentes, je pense. Ah oui, bien sûr. Bon, voilà, j'en ai regardé énormément. Ça, c'est quelques copies, mais c'est... C'est magnifique pour s'imprégner d'une réalité en plus historique et de l'histoire de l'art. Et donc, ça a donné ces personnages. Voilà. Donc là, on voit par exemple, c'est l'homme. Alors comme ce n'est pas fait à l'encre et à la plume, mais avec des bêtes stylos, ils n'ont pas vraiment la finesse que j'aurais souhaité leur donner, mais je n'ai pas la technique, enfin je ne suis pas assez aguerri pour des techniques un peu plus nobles pour pouvoir aboutir à ce que j'aurais souhaité en fait. On va terminer. Voilà. Ah oui. Magnifique. Et avec les ciselles. Alors ensuite, il y a la composition de l'alpha et de l'oméga. Ah oui, tu m'as dit que c'était assez compliqué, alors qu'on pourrait se dire que c'est peut-être quelque chose de simple. Je les ai un peu compliqués. Je suis parti de l'alpha par exemple. Ah oui, tu trouves que c'est pas assez simple. Voilà. En fait, la complexité dépend du format. En fait. C'est-à-dire que si on fait un tout petit alpha dans un manuscrit qui fait 15 mm de haut par exemple,
on va pas lui faire des micros entre là, à moins d'habiter, à moins d'être au 8e siècle à Lindisfarne. Certains savaient le faire à l'époque. Et avec de bons yeux, parce que quand même, ils n'avaient quand même pas les lumières d'aujourd'hui. Faut le faire. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ils font. Et dans le froid, souvent. Souvent, en plus. Donc là, j'ai agrandi un alpha. Ouais. Et du coup, voilà, il y a quelques études. Il y en a ici, il y en a là. Jusqu'à aboutir à celui qui est sur l'œuvre en soi. D'accord. Et pour l'oméga, ça a été un peu alors comme c'est un style plutôt celtique. Oui. L'oméga, par exemple, c'est un oméga qui est... Alors ça, c'est le livre de la croix d'Oviedo, on appelle ça. Mm-hmm. Et c'est un manuscrit qui n'est pas celtique, en fait. D'accord. Si je ne m'abuse, il a été fait dans la péninsule ibérique. Donc comme j'ai gardé cette... Non, je me trompe. C'est un autre modèle que j'ai pris, mais qui est très semblable. Oui. Et dans lequel donc j'ai rajouté des entrelacs. Ah oui, d'accord. Pour harmoniser avec l'ensemble. Ah oui, magnifique. Voilà. Et qu'est-ce que t'inspire les entrelacs, en fait? Alors pour moi, ce serait quelque chose comme l'ordonnancement secret qu'on peut arriver à distinguer peu à peu quand on contemple la complexité du monde et du cosmos, et notamment le monde végétal, Mm-hmm. mais pas seulement, les mondes invisibles aussi. C'est un labyrinthe. Mm-hmm. Dont le fil d'Ariane serait l'équilibre même des formes. C'est l'ordonnancement du chaos. Oui, voilà, j'allais dire, il y a une mise en ordre quand même. Ouais. Et ça me fait penser aussi à un mandala. Hein, en tout cas, il enferme un monde qui est le monde de Jérusalem céleste. Ouais. Alors, il y a une règle qui est vraiment systématique dans les entrelacs, au moins anciens, modernes pour ceux qui sont fidèles à la tradition. C'est qu'un ruban passe toujours dessus, puis dessous un autre. D'accord. Vous ne trouverez jamais dans les manuscrits de Kells, de Lindisfarne ou d'autres, des rubans qui passent par-dessus deux autres rubans de manière systématique, enfin consécutif. Voilà. Et tu en déduis quoi? Est-ce que c'est une déduction spirituelle ou une déduction simplement formelle? La forme et l'esprit sont complètement entrelacés. Ouais, entrelacés. C'est par exemple, du point de vue moral, ça peut être une illustration de la justice, bêtement. Enfin, de manière assez primaire, mais pleine de sens aussi, puisque c'est l'équilibre, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire encore? Je posais une question à Sophie. Alors toi, quand tu fais de l'enluminure, puisque tu fais aussi de l'enluminure, mais alors c'est pas du tout dans le même esprit, puisque tout ce qui est mathématique et ordonné, c'est plutôt un peu le désordre, non? C'était le défi de travailler avec Benjamin, parce que je pense que moi c'est beaucoup plus intuitif et désordonné. Mais c'est vrai que cette structure d'entrelacs, moi ça me fait penser à des spirales aussi, à des entrelacements de rubans, des spirales, à l'ADN, à Adonai, à Dieu. Donc c'est pour moi aussi une découverte, la découverte d'une contemplation à travers des formes ordonnées. D'accord. Que j'aurais jamais pu imaginer, bien sûr. Il fallait l'esprit mathématique. Mais tu rentres dans la contemplation en voyant cette structure. C'est un espace fermé et complètement ouvert en même temps. Pourquoi ouvert? Parce qu'il y a l'air circule. C'est pas des murs, je vois pas ça. C'est un cadre, mais on sent que le ciel repose sur la terre. Donc il y a du souffle, il y a de l'air. Oui, et puis on a l'impression que c'est fait en 2 dimensions, mais qu'on voit une multitude de dimensions, au minimum les 3, mais et encore plus. Et en plus, Benjamin a choisi des pigments en fait vert, un peu vert véronèse, vert plus foncé, mais c'est très chatoyant en fonction de la couleur. Oui. De l'exposition. Là, on peut pas. J'ai pas une lumière. caméra qui me permette, ni un éclairage qui me permette de le montrer. Donc, mais c'est vrai que c'est le moindre petit rayon de lumière ou de soleil qui va arriver dessus va changer
En tout cas, je conseille à tous ceux qui viendront à Béthanie de venir le contempler. Hein, et vous aurez en plus la clé pour comprendre ce dessin et cette œuvre plutôt. Et alors, cet état contemplatif, en fait, vient aussi et beaucoup, en ce qui me concerne, au moment de la conception. C'est-à-dire que c'est vraiment des heures et des heures à dessiner des lignes qui sont vraiment au millimètre, ou des rubans parfois au demi-millimètre. Donc il y a une sorte... alors c'est pas un enfermement en fait, c'est une plongée dans une sorte d'abîme qui n'est pas l'infiniment petit, mais qui s'en approche, qui tend vers ça. Et on change vraiment d'état intérieurement. Oui. Et finalement, les formes, et même le sens des formes, finit par s'imposer. Un peu comme les kabbalistes de l'école d'Aboulafia au XIVe siècle, qui passaient des semaines entières, qui avaient ces consignes-là de jeûner en changeant l'ordre des lettres de la Torah, de manière indéfinie. Et puis au bout de 3-4 semaines, à minuit, il devait s'arrêter, faire une prière, et là il tombait dans un état de contemplation. Ouais. Voilà, quelque chose comme ça. En fait, c'est rentrer en toi, en même temps ça rentre en toi, puis ça me fait penser aussi que, quelque part, c'est comme le passage de l'autre côté du miroir. Tu vois, quand on voit parfois certains films un peu fantastiques où il y a une sorte de l'écrasement de la personne qui devient une sorte de point et qui rentre, qui réexplose dans un autre monde. Oui, ça me donne cette impression quand tu dis tu vas dans le millimètre, donc tu descends c'est presque les minimoys, hein, on descend d'un seul coup absorbé pour rentrer dans un autre monde. Et ça me donne cette impression, et en même temps cette structuration que tu dois avoir en toi depuis que tu la gères, tu l'as manduque, ou je sais pas comment on peut dire, ingéré. Alors, pour anecdote, j'avais déjà fait un travail un peu similaire à celui-là, sur un autre modèle circulaire, celui-là, un labyrinthe. Et je me souviens que j'étais à Strasbourg et c'était les vacances à l'époque, et j'avais vraiment passé physiquement un mois à perdre le sens du jour et de la nuit en fait. C'était vraiment en continu. Je mangeais quand j'y pensais, enfin. Et je me souviens que quand je marchais dans la rue, j'organisais mes déambulations, en fait, mon trajet en fonction du trajet des gens. C'est-à-dire qu'il fallait que les lignes soient parallèles et s'entrecroisent au bon endroit. C'est génial. Ouais, c'est addictif là. Donc, il y a certains qui me regardaient un peu bizarrement parce que je faisais des détours qui n'avaient pas lieu d'être pour quelqu'un normalement constitué psychologiquement. Mais on finit par voir en fait l'univers à partir de ce filtre-là. C'est un autre univers, c'est un univers où il y a des lignes qui sont invisibles, mais que toi tu sentais là. Voilà. Et non, mais clairement, je trouve ça très intéressant parce que. Alors je voulais montrer les différentes. Quand je parlais des formes qui finissent par s'imposer d'elles-mêmes au cours de l'étude, ce médaillon là central, il y a eu tout ça comme étapes différentes et qui ont fini par donner donc celle qu'on trouve ici. D'ailleurs, je me suis trompé, encore une erreur, puisque je voulais mettre cette pointe en bas et les deux en haut. Ouais. Et puis naturellement, en fait, je tenais le carton à l'envers, et puis ça finit comme ça, et c'est beaucoup mieux comme ça. Comme quoi l'esprit t'a imposé quand même ce qu'il voulait. Oui, alors parfois on participe et on dit oui, ce serait peut-être mieux comme ça, et puis parfois on ne pose même pas la question, en fait. C'est-à-dire que c'est comme ces 12 carrés. Hein. C'est quand même sympa de ta part de nous dire que par des erreurs, on est arrivé à faire quelque chose de parfait. Mais c'est ça, mais c'est comme les péchés, tout ça. On a une mauvaise conscience de ce que c'est l'erreur. C'est pas une erreur. On le transforme en quelque chose qui est presque miraculeux. On adhère ou on n'adhère pas, quoi. Voilà. Voilà, bien sûr. Alors après, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Et de même cette couleur, cette pourpre là qui est derrière le Christ. Alors j'ai passé vraiment beaucoup de temps à chercher un violet. Je n'avais pas le pigment. Je le cherchais, je le visualisais vraiment bien. Et puis je n'ai toujours pas réussi à le faire. J'avais fait, au départ, c'était un bleu nuit derrière. Et puis ça ne me convenait vraiment pas. Et j'ai fini par chercher un violet que je n'ai pas trouvé. Donc j'ai voulu faire un violet un peu chatoyant qu'on retrouve sur les bords là autour. Et je l'ai posé au milieu et le bleu est ressorti derrière. Et ça a donné ce mauve là qui est en fait un mauve sacerdotal. Oui. Donc qui est ressorti de lui-même aussi.
Là, malheureusement, la caméra, elle sera pas bonne parce que j'ai pas la bonne luminosité, mais ça vaudra le coup de le voir. Oui, peut-être sur les photos que je mettrai en ligne. Bien, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Parce que là, nous avons eu une belle... Oh, non, tu m'as dit que tu as plein de ça c'est toutes les études, ça c'est Ah oui. La composition des différentes parties de l'entrelacs, par exemple. Voilà, qui correspondent à ces... Ah oui, d'accord. À ces arcs de cercle que j'ai réunis sous une espèce de puzzle comme ça pour aboutir à des... voilà. À des organisations de rubans qui sont des boucles. Ouais. Et qu'on retrouve à peu près aux mêmes endroits, d'où l'utilisation des couleurs pour se repérer. Bien sûr. Alors les médaillons là, que j'ai montrés, là, les différentes étapes, il y en a eu plein d'autres avant en fait. Oui, d'accord. De différentes tailles. Je me suis beaucoup amusé avec l'oméga aussi. Ça a failli être ça. Et ça n'avait pas été pourquoi? C'était trop compliqué à faire par rapport à la taille finale. Il était beau, hein. C'est vrai que tu pourrais le réutiliser. On pourrait le réutiliser, oui, bien sûr. Voilà. Et puis il y a des parties qui étaient assez complexes à l'origine. Ouais. Et qui ont fini par se simplifier pour équilibrer. Là, j'ai fini par faire une sorte de tapis là, qui est extrêmement symétrique et régulier. Ouais. Pour contraster la forme avec des parties qui sont plus enchevêtrées ici. Oui, c'est vrai, c'est pas faire de l'entrelac pour faire de l'entrelac. C'est pas que de la maîtrise, c'est aussi l'harmonie. Alors, il peut y avoir des parties qui paraissaient harmonieuses dans le détail, mais quand on les rapproche des autres, effectivement, ça finit par jurer, parce que c'est l'équilibre de l'ensemble qui doit primer vraiment. Je suis pas sûr que ces explications font que tu vas en faire, toi, Sophie, des entrelacs. Là, tu laisses au maître. Hein. Je suis de plus en plus tremblante de voir les explications de Benjamin. Et c'est pour ça qu'il fallait les faire. Parce que Benjamin n'explique pas toujours, mais là, quand on le lance, c'est bien. Non, mais c'est mon côté psychopathe, en fait. C'est-à-dire que l'entrelac, ça fait partie d'un tout qui résume un peu une passion que j'ai par rapport au labyrinthe, par rapport au nœud marin. Par exemple, dans la famille des nœuds d'Aju, au premier coup d'œil, je peux faire la distinction entre un nœud de Rosenthal et un nœud de Carrick, par exemple. Ah d'accord. Voilà. D'accord, j'espère que les auditeurs et... je vous le conseille pas parce que ça n'a aucun intérêt. C'est juste... parfois, voilà, on a quelque chose comme ça. Je comprends, je vois un livre arabe, là, j'ai l'impression. Je comprends pourquoi tu aimes aussi... Alors ça, c'est le Coran. Oui. La Sunna, à côté. Et ben, quand on voit l'enlacement de ces lettres, c'est aussi, je peux comprendre, parce que tu parles l'arabe, hein, je le dis pour ceux, en tout cas tu le comprends et tu es capable de le lire. J'ai l'émotion. Voilà. Mais c'est fascinant. Hein. Mais tu as entendu ce matin à Paul, dans ce qu'on a entendu, l'épître, chacun son charisme. Hein. Et que chacun, dans son charisme, doit le faire au maximum. Et donc, ce que comme tu dis, toi, quelque chose qui est fort en toi, tant mieux, ça s'exprime là. Le faire et le transfigurer. Et le transfigurer, bien sûr. Voilà. Parce qu'on pourrait faire des nœuds marins toute sa vie sans que ça ait un grand intérêt spirituel. C'est clair. Oui, ça c'est bien. Ça, voilà, c'est une transfiguration. On va s'arrêter là-dessus. Oui, encore. Je veux quand même dire que c'est. Il y a encore un nœud dont il faut que je parle. C'est une sorte de nœud chronologique, c'est-à-dire que le projet a été débuté il y a 2 ans et demi, si je me souviens bien. Et il y a ces phases de maturation où j'ai laissé tomber. J'ai pas mal de travaux en cours comme ça. Et je ne peux que vraiment remarquer qu'il tombe à point nommé, puisque c'est, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai terminé ce travail avec 4 angles quasiment le jour de mes 40 ans. C'est un dévoilement. Hein. C'est un dévoilement, oui, du dévoilement. C'est une promesse aussi à Jérusalem céleste. Oui. Et ça a enclenché évidemment une réflexion sur ces 40 années, notamment du peuple hébreu dans le désert. D'accord, oui, bien sûr. Et cette idée que si j'étais né d'une mère, d'une femme hébreu au passage de la mer Rouge, j'aurais vécu toute ma vie
nourri uniquement de la manne céleste. Et je réalise que pour mes anniversaires, j'ai reçu des cadeaux toute ma vie et aussi, surtout entre mes anniversaires, à commencer par ma vie elle-même. Donc ce travail-là, c'est un travail de... c'est un signe de gratitude en fait. Voilà. Ah, magnifique. Donc c'est pour ça que je l'offre à la communauté et à travers la communauté, à travers l'esprit de la communauté, avec Sophie, avec son accord, à toutes les personnes qui passeront et qui pourront avoir de visu ce travail. Gardez s'il vous plaît cette énergie de gratitude puisque c'est elle que j'ai été invité à poser. Oui, tu as condensé cette voilà. gratitude dans ce symbole. Et en plus, c'est très frappant parce que 40 ans, donc tu as vu le pays qui t'est destiné à terre promise, et là tu as franchi le Jourdain, je ne sais plus quel est le... C'est le Jourdain. Oui. C'est le Jourdain. Oui. Et maintenant, tu es entré dans la terre promise, donc tu vas maturer une autre œuvre qui va être un répond à celui-là, je pense, peut-être. C'est envisageable. Hein, c'est envisageable, il faut quelques années quand même. Hein. Eh bien, merci Benjamin, merci Sophie. Et puis, à tous ceux qui voient cette vidéo, eh bien, je leur conseille de venir passer simplement à Béthanie pour voir cette œuvre, et puis voir aussi la communauté, le lieu qui vous accueillera avec bienveillance et gratitude. Merci beaucoup. Merci. Usanmadım benim divana gönlüm. Nerelere gidem gönül senin elinden. Kadir bilmezlere de kul ettin beni de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinden. Kadir bilmezlere de kul ettin beni de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinden. Misali uçar gezersin, çiçeklerden bal şerbetin süzersin. Reva mıdır beni böyle üzersin de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinden. Reva mıdır beni böyle üzersin de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinden. Kendi bildiğimi çalıp söyledim. Sanki aşkın deryasını boyladım. Ozan rehberi de düşkün eyledin de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinden.
Ozan rehberiyi de düşkün eyledin de Şaştım nereye gidem gönül senin elinden